Voilà, nous allons démarrer, donc nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Merci pour votre présence. Ce webinaire s'intitule Le prévisionnel financier FP&A sur les outils Amelkis, donc Financial Planning. Nous allons définir ces termes. L'idée, c'est de vous donner un regard un peu de hauteur sur le pilotage de la performance au service du développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quels sont les outils à notre disposition? Nous verrons aussi un petit peu de méthodologie. L'idée, c'est de vous donner des éléments de réflexion. Si vous êtes en train de réfléchir à un outil de planning. Donc, je me présente, je suis Alexandre Cata, je suis expert comptable. J'ai été directeur administratif et financier d'entreprises industrielles fortement tournées vers l'international pendant 10 ans. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je propose mes services pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leur outil de pilotage de la performance. Et je suis partenaire à Melkis depuis maintenant 9 ans. Donc, d'abord, je vous propose de prendre quelques minutes pour définir ce qu'il y a derrière le terme de financial planning. L'idée, c'est d'anticiper les évolutions futures de ces activités et d'optimiser, bien entendu, les activités euh, et enfin de gérer les risques. Donc pour ça, les directions financières sont obligées de se doter de nouveaux outils, puisqu'effectivement, lorsqu'on est dans un groupe, qu'il y a plusieurs entités, plusieurs activités, ça devient très périlleux de le faire avec des tableurs. Aujourd'hui, il y a des outils comme Amelkis EPM qui permettent effectivement de le faire beaucoup plus facilement. On va voir un petit peu ce qu'on propose aujourd'hui avec cet outil, sachant que la base du financial planning, c'est le reporting. Donc aujourd'hui, nous ne traitons pas du reporting. Il y a des webinaires réguliers proposés, qui vous sont proposés sur la partie reporting. Donc nous aborderons que les outils de prévisionnel et la méthodologie pour construire des prévisionnels. Si vous voulez donc assister à un webinaire sur le reporting, vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'Amelkis. Il y a eu des enregistrements sur les webinaires précédents. Donc n'hésitez pas à les demander. Voilà, donc nous allons commencer. Donc l'idée c'est de construire ces outils avec deux pieds, hein, je dirais, hein, c'est un reporting et un module prévisionnel qui nous permet de faire de la budgétisation, de la planification, construire différents scénarios prévisionnels et de mesurer bien entendu les performances avec comme objectif anticipation, optimisation de l'activité et puis bien entendu l'apprentissage stratégique, c'est-à-dire qu'on réajuste bien entendu les éléments, les facteurs de performance en fonction de ce qu'on aura analysé avec nos outils. Alors là, avec cette diapo, on peut voir les différents modules qui sont possibles aujourd'hui. Donc on a le module reporting, bien entendu, comme je disais, c'est la base, mais il y a aussi donc des modules budget. Le module budget qui va permettre de rentrer un budget mensualisé entité par entité. Et donc, ce qui va nous permettre derrière de pouvoir déjà faire un comparatif reporting budget, mais aussi d'aller plus loin avec un module forecast qui nous permet de calculer un atterrissage plusieurs fois dans l'année en mixant le réalisé et le budget. On le verra tout à l'heure. On verra ce processus. Et puis, il y a une quatrième pierre à cet édifice, c'est le module BP qui nous permet en fait d'intégrer des éléments bilanciels parce que les modules reporting, le module reporting peut être effectivement sur le PNL, sur le budget et sur le bilan, mais les modules budget et atterrissage sont que sur la partie PNL. Et donc, si on veut rajouter du bilan et un des flux de trésorerie, on a le module BP qui est disponible avec Amelkis EPM. Voilà un petit peu les différentes briques
qui sont possibles. Avec la dernière brique qui est le reporting unifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre aussi très facilement dans Amelkis EPM des indicateurs extra-financiers. Donc ça, c'est important de le savoir, puisque c'est de plus en plus courant, c'est un besoin de plus en plus fréquent. Il est bon de le préciser. Avant de rentrer dans la méthodologie pour construire ces prévisionnels financiers avec Amelkis EPM, je vous propose de regarder ensemble rapidement les états de restitution standards qu'il est proposé avec cet outil. Alors, ce sont des états standards. C'est des formats standards qui, donc derrière, on a tout à fait la possibilité de construire des états spécifiques, plus adaptés aux besoins des utilisateurs, sachant que Amelkis EPM est un outil très souple, donc la construction d'états de restitution spécifiques est très courante et très facile. Donc là, vous avez un compte de résultats pluriannuel sur un mode plutôt statutaire, tout à fait adapté pour des besoins, par exemple, des demandes de BPI France, hein, pour ceux qui doivent sortir des prévisionnels financiers pour BPI France. Voilà, on a un modèle tout à fait adapté. Il y a aussi le tableau de financement classique qu'on retrouve en consolidation statutaire qui est tout à fait parlant, hein, pour un prévisionnel annuel. Donc on le reprend, c'est tout à fait suffisant dans 95% des cas. Ensuite, nous avons aussi le budget de trésorerie mensuel qui se présente différemment, hein. L'idée, c'est d'avoir plus une distinction entre l'exploitation et le hors exploitation. Bien entendu, on retrouve les atterrissages du tableau de flux de trésorerie annuel. Donc, ces tableaux sont cohérents les uns avec les autres. Et enfin, on peut tout à fait rajouter un suivi des covenants, l'endettement net ou ce qu'on veut dans cet outil pour pouvoir justement projeter l'évolution de ces covenants dans le temps. Voilà. Ces éléments, ces documents permettent déjà de se doter d'une bonne puissance de projection et donc d'analyse, hein, des équilibres financiers dans le temps. Donc avec ça, je dirais, les groupes sont très très bien équipés. Voilà pour je dirais, les documents de restitution standard. Alors, je reviens sur quelques éléments clés qui nous ont donc permis de, de définir les outils que je vais vous montrer et puis surtout la méthodologie qu'on a appliquée. La première chose, c'est qu'il y a une nécessité, c'est bien entendu, je le rappelle, c'est d'anticiper au mieux la performance future. Euh, donc ça, c'est le préalable. Derrière cette nécessité, il y a une exigence. C'est qu'il va falloir procéder à des mises à jour régulières des prévisionnels financiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui, dans bien des cas, d'un budget figé, puisque on le sait tous, aujourd'hui la volatilité de nos activités fait qu'on a besoin de mettre à jour régulièrement notre budget, nos prévisionnels financiers. Donc ça, c'est une exigence. Et donc derrière, ça entraîne une obligation pour pouvoir répondre à cette exigence, c'est de mettre en place un processus de mise à jour simple et rapide du prévisionnel. Parce que si on n'arrive pas à avoir une certaine simplicité, on ne fera pas cette mise à jour régulière. Si c'est chronophage, si l'exercice est chronophage, les directions financières ne trouveront pas le temps pour faire ces mises à jour. Voilà. Donc, c'est avec ces éléments-là qu'on a construit la méthode et aussi les modules que je vais vous montrer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On a plusieurs étapes pour construire un prévisionnel. Donc, on va les dérouler les unes après les autres. Donc, la première étape pour construire un prévisionnel de qualité, c'est, je l'ai dit, de le réviser régulièrement. Et en fait, pour faire cette révision, on a besoin en fait de mensualiser le budget. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler sur un budget annuel, puisqu'on va, vous allez voir, mixer en fait le réalisé
et le budget, et surtout travailler sur les mois non échus. Donc, pour travailler sur les mois non échus, ben, il faut bien mensualiser le budget. Donc ça, c'est une exigence qu'il a fallu mettre en œuvre. Alors, on va voir comment on la met en œuvre, parce que bien entendu, on a essayé de simplifier les choses au maximum pour que ça se fasse rapidement. Alors déjà, donc la deuxième étape maintenant, c'est d'intégrer un réalisé dans ce budget pour pouvoir tout simplement calculer un atterrissage. Donc, on a le réalisé avec sur ce schéma que vous voyez à l'écran, on a le réalisé 9 mois de réalisé et on va simplement rajouter le budget. Le budget qui peut être révisé, donc c'est-à-dire qu'on a un budget initial qui lui est figé, c'est le budget primitif, très bien, et on va avoir ce budget révisé sur les mois non échus, qui peut être réalisé de différentes façons. Cette révision, elle peut être automatisée. Par exemple, certains groupes calculent une courbe de tendance du réalisé sur les mois non échus par rapport au budget primitif et vont, en fonction de cette tendance, réviser automatiquement leur budget initial sur les mois non échus. D'autres vont préférer travailler manuellement et donc vont s'appliquer à descendre les différents postes et à ajuster en fonction de ce qu'ils connaissent du terrain, de la réalité du terrain. Et puis, bien entendu, ça peut être un mix de ces deux solutions, une certaine automatisation pour certains postes et puis peut-être un travail plus manuel sur d'autres postes. Voilà. En tout cas, cette révision du budget initial aujourd'hui est souvent indispensable dans les activités et chez les clients avec qui on travaille. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, troisième étape, aujourd'hui, il est souvent nécessaire de projeter l'année 2 très tôt. C'est-à-dire qu'on peut rarement attendre la fin de l'année, novembre ou décembre de l'année en cours, pour avoir de la visibilité sur le budget futur. Donc ça va nécessiter tout simplement de mettre en place un outil qui va nous permettre de très vite calculer un atterrissage et puis de projeter l'année 2 sur cet atterrissage. Voilà. L'idée, c'est de gagner très vite en visibilité au-delà de l'exercice en cours. Donc pour ça, on met en place des tableaux d'analyse qui vont nous permettre tout simplement de comparer le réalisé ou l'atterrissage par rapport à N-1, par rapport au budget primitif. La colonne en blanc qui s'appelle forecast, c'est l'atterrissage, c'est le calcul d'atterrissage, et on va tirer les écarts avec N-1, avec le budget primitif, ce qui va nous permettre déjà d'envisager l'année 2, d'avoir les tendances sur l'année 2, et donc on va pouvoir, grâce à une feuille très simple, projeter l'année 2 en annuel. On n'en est pas encore à une granulométrie mensuelle. On reste sur de l'annuel pour l'instant. Avec donc, là, quand vous le voyez sur le schéma à droite, l'atterrissage en year-to-date annuel qui sert de base. Et puis, on va avoir une colonne évolution en pourcentage ou une colonne d'évolution en valeur qui va nous permettre de projeter l'année 2. Donc c'est simple mais efficace. L'idée, c'est vraiment ça. Ça veut dire que si on ne met rien dans la colonne pourcentage d'évolution ou valeur, eh ben, on va récupérer l'atterrissage et ça sera notre année 2. Voilà. Donc, vous voyez, on a une année 2, je dirais, qui est le miroir de l'année 1, et puis après, on ajuste. Voilà. Donc, ça peut être extrêmement rapide s'il n'y a pas de grands changements entre l'année en cours et l'année suivante. Alors donc, on va rajouter, bien entendu, dans ces colonnes, des éléments, des conséquences d'événements comme le lancement d'un nouveau produit, comme le ralentissement d'un secteur d'activité. Voilà, enfin, toutes les connaissances qu'on a du terrain vont pouvoir être traduites en pourcentage ou en valeur sur l'année 2. Voilà un petit peu la projection, comment peut se réaliser une projection de l'année 2. Donc, vous voyez, c'est très simple.
Alors, quand on a effectivement une demi-douzaine d'entités, bon, c'est un exercice qui est assez rapide, bien entendu. On a des groupes qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entités. Donc, c'est pour ça que ce système de projection quasi automatisé de l'année 2 est très important, puisqu'en fait, si on a du volume, ben c'est nécessaire de trouver des solutions d'automatisation. Hein. Quatrième étape maintenant, on va traduire cette projection de l'année 2 en mensuel. Donc, l'idée, c'est déjà de préconstruire notre budget, hein, d'avoir une bonne visibilité en mensuel de notre année 2. Donc, pour ça, on fait aussi très simple et on automatise, hein, avec des tables de mensualisation. Alors, aujourd'hui, on, on a 4 tables pour les produits, 4 tables pour les charges, et puis on peut personnaliser aussi certains postes de charges ou de produits en ayant ce qu'on appelle des tables de saisonnalité personnalisées. Mais bon, l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir des matrices assez simples qui sont appliquées au compte et qui calculent en automatique nos budgets mensualisés. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça aussi, c'est que derrière, alors au-delà du- de, de l'objectif d'avoir un budget mensuel, on va avoir besoin de ce niveau de détail pour le bilan. On n'en a pas encore parlé, ça viendra dans les étapes suivantes, mais lorsque vous voulez calculer un atterrissage bilanciel, il est impératif de connaître la saisonnalité, notamment du chiffre d'affaires ou de charges importantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous avez un resserrement de l'activité sur la fin de l'année, forcément, ça va avoir un impact direct sur, par exemple, vos créances clients. Donc, il faut prendre la saisonnalité en cours lorsqu'on travaille sur des atterrissages bilanciels et donc des covenants. C'est indispensable. Donc voilà pourquoi cette granularité au mois est importante. Ensuite, cinquième étape, euh, là, on passe sur le calcul des flux de trésorerie futurs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en introduction, je vous ai montré un budget de trésorerie. Donc, l'idée, hein, c'est de prendre tous les postes de charges et de revenus qui ont un impact en trésorerie et de leur appliquer des tables d'encaissement ou de décaissement qui vont permettre tout simplement de positionner le flux sur un mois donné. Voilà. Et donc, ça aussi, ça marche en automatique, hein. Une fois que le paramétrage est fait dans l'outil, automatiquement, l'outil va pouvoir positionner la charge ou le produit dans le temps et pouvoir sortir un budget de trésorerie. Donc ça, c'est simple et efficace et facile à réaliser. Une fois qu'on a projeté son année 2, qu'on a mensualisé son année 2 en automatique, et ben, derrière, le calcul de flux, des flux se fait aussi en automatique. Euh, Sixième étape maintenant, alors c'est bien d'avoir effectivement fait ce travail sur la partie PNL, hein, qui a été traduite sur la partie bilan sur le BFR, le besoin en fonds de roulement, pour les charges et les produits qui ont un impact en trésorerie. Il y a aussi tout le haut de bilan qu'il va falloir prendre en compte dans ces flux de trésorerie, puisque effectivement, ça a un impact qui peut être très important sur la trésorerie. Donc, on a prévu dans l'outil des feuilles qui vont permettre d'intégrer le plan pluriannuel d'investissement. Encore faut-il en avoir un, mais bon, voilà, c'est une source importante d'informations pour pouvoir faire du planning, du financial planning, c'est d'avoir une bonne idée des investissements futurs que chaque entité du groupe devra réaliser. Donc voilà, on a un plan pluriannuel d'investissement qu'on va saisir ou importer dans l'outil et qui va permettre de positionner correctement les flux de trésorerie correspondants, les sorties de flux. Et puis viendra aussi les dettes financières, parce qu'il peut y avoir un besoin d'intégrer de nouvelles dettes financières et aussi tout simplement de positionner les remboursements et les intérêts des dettes financières existantes. Donc là aussi, l'outil prévoit donc un formulaire particulier
pour la partie des dettes financières. Voilà, alors ça je dirais, c'est en quelques mots, hein, que je vous explique les grands principes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des éléments de haut de bilan, et j'ai pas parlé de la situation nette, des capitaux propres, hein, mais on a des éléments de haut de bilan qu'il va falloir intégrer à notre financial planning pour pouvoir avoir une image juste du prévisionnel. Septième étape, on va avoir besoin, et c'est en cela que l'outil Amelkis EPM fait vraiment la différence par rapport à des outils classiques de prévisionnel qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est que Amelkis EPM va intégrer le réalisé. Puisqu'on a la chance d'avoir soit une conso statutaire, soit un reporting dans l'outil, on va pouvoir récupérer ce réalisé et intégrer les créances et dettes, les à nouveau du bilan sur ce prévisionnel pour pouvoir tout simplement apurer ces créances et ces dettes dans le temps. Donc intégrer ces éléments-là à notre prévisionnel de trésorerie et aussi au tableau de flux de trésorerie annuel dont je vais parler tout à l'heure. Donc ça, c'est un plus très très important parce que c'est souvent ce qui manque, c'est vraiment la brique qui manque dans les outils de prévisionnel, c'est que c'est compliqué d'intégrer ce solde à nouveau qui va avoir forcément un impact sur le futur. Et là, sur Amelkis EPM, ça se fait en automatique puisque l'information est déjà disponible. Après, vous allez renseigner, bien entendu, des tables d'appurement qui vont permettre de positionner dans le temps ces soldes à nouveau. Mais voilà, ça reste simple de saisir quelques chiffres d'appurement. On n'est pas obligé de récupérer toute la matière qui est déjà dans l'outil. Voilà pour la partie appurement du réalisé. Et là, après, avec Amelkis EPM, on va pouvoir récupérer toutes les fonctionnalités de la consolidation, hein, qui vont nous être bien utiles, notamment pour la gestion des opérations intra-groupe. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi une automatisation proposée pour les déclarations intra-groupe. En fait, on se base sur l'existant, sur le réalisé pour projeter des opérations intra-groupe, des montants d'opérations intra-groupe. Hein. On intègre bien entendu toutes les fonctionnalités liées à la conversion, lorsqu'on a aussi des entités en devises étrangères. On peut prendre en compte les retraitements conso qui peuvent avoir un impact fort sur les capitaux propres et donc sur les covenants. Donc c'est important de pouvoir embarquer les retraitements de consolidation les plus significatifs. On bénéficie de toute la puissance d'analyse et de restitution de l'outil Amelkis EPM pour ceux qui le connaissent. Donc là aussi, c'est extrêmement utile. Et puis, on a aussi toute cette gestion en mode collaboratif. Lorsqu'on fait un prévisionnel, il est très utile d'être plusieurs à travailler sur ce prévisionnel. Et donc, on a je dirais, toutes les fonctionnalités du mode collaboratif de l'outil qui nous sert énormément dans ce type d'exercice. Et puis, dernière chose qui me semble importante, c'est la transmission des compétences. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur un tableur Excel que vous avez construit, derrière, c'est compliqué de transmettre en fait les connaissances sur cet outil, puisque voilà, c'est fait maison avec souvent énormément de formulaires, de feuilles, et donc c'est compliqué de transmettre les compétences. Là, avec cet outil sur étagère, il y a les équipes Amelkis qui sont là et qui peuvent vraiment accompagner les nouveaux entrants dans une équipe financière et les former et les conseiller. Donc, c'est quand même un avantage considérable pour la transmission des compétences. Voilà ce qu'on peut dire sur cette étape de consolidation. Euh, Maintenant, il nous reste quelques minutes pour évoquer un petit peu les différentes configurations qu'on retrouve chez nos clients. La première possibilité, première configuration qu'on trouve, c'est des prévisionnels qui sont construits sur les comptes statutaires, sur la consolidation statutaire du dernier exercice.
On va donc intégrer le budget de l'année 1 et puis après, je dirais, les choses vont se dérouler avec, comme je viens de le présenter, une projection de l'année 2, un calcul automatique du BFR, la saisie des variations de haut de bilan et ça va nous sortir les états standards que je vous ai montrés, TFT, PNL, bilan. Et là, on est sur des processus classiques de levée de fonds ou lorsque BPI France demande des états un peu standards de TFT, PNL, bilan, voilà, c'est tout à fait adapté pour ce type de configuration. Après, vous avez des groupes qui vont se servir de l'outil pour travailler de façon beaucoup plus régulière. Donc, ils vont partir sur des situations consolidées, des reporting consolidés intermédiaires et non plus sur une consolidation statutaire. Donc là, on est plus sur le reporting et donc sur le forecast. On va intégrer le forecast pour les mois qui restent à échoir. On va bien entendu ajouter tout ce qui est haut de bilan. Et donc, on va faire une projection de BFR sur les mois non échus de l'année en cours. Et après, bon, bien entendu, sur les années 2, 3, 4, 5. Et puis, pareil pour la variation de bilan, on va travailler sur les années suivantes. Et là, vous voyez, on sort plus un TFT annuel, mais aussi le budget de trésorerie. L'idée, c'est de pouvoir anticiper la trésorerie à 6 mois, 12 mois, 18 mois, et peut-être anticiper une levée de fonds éventuelle. Donc, on n'est plus du tout sur enfin, on n'est pas vraiment sur le même travail. On est plus sur un travail de calcul d'atterrissage, de forecast qui va donc être enrichi d'éléments de haut de bilan pour pouvoir avoir un budget de trésorerie à 12-18 mois. Voilà. Et on travaille généralement plus sur les entités qui impactent fortement la trésorerie. Voilà. Donc on va réduire le périmètre pour que le processus, je l'ai dit en introduction, soit plus rapide. Puisque cette rapidité va avoir énormément d'impact pour une mise à jour régulière. Voilà. Donc c'est pas le même exercice. La première configuration, on va le faire peut-être une fois par an. Celui-ci, on va le renouveler 2, 3 fois dans l'année. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, sachez que c'est un outil très agile, très facile à paramétrer. Donc, on va pouvoir intégrer des spécificités, notamment du factor, un calcul de stock un petit peu particulier, etc. On peut rajouter aussi des indicateurs extra-financiers. J'en ai parlé un tout petit peu au début. Hein. Donc, rien n'empêche d'avoir une demi-douzaine d'indicateurs extra-financiers sur des facteurs clés de succès que vous voulez suivre, hein, par entité. Donc ça pose aucun problème, c'est facile à intégrer. Pour finir, il nous reste 1 minute. On a voulu dans cet outil intégrer, je dirais, tous des prérequis essentiels pour un outil de planification qui sont le full web. Ça paraît évident aujourd'hui de travailler en full web pour justement notamment l'aspect collaboratif. On a intégré un starter kit, c'est-à-dire que ces modules que je vous ai présentés sont préparamétrés, donc ça réduit les coûts de mise en place. La sécurité, toutes les certifications, les niveaux de sécurité actuels sont intégrés. C'est un outil qui est centralisé avec d'autres processus, donc c'est-à-dire qu'on a une centralisation de tous les processus au même endroit, consolidation, budget, euh, forecast, BP, voilà, tous ces éléments CSRD, enfin tous ces modules de pilotage sont au même endroit, ce qui est quand même un plus indéniable. Simplicité, je l'ai dit à plusieurs reprises, bien entendu. La connexion avec vos outils comptables, ça, il y a des connecteurs avec les outils de bureautique, Word, Excel notamment. Donc ça, c'est très agréable, très confortable. Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais il n'y a pas de code. On peut tout à fait faire évoluer facilement ces feuilles de collecte et ces états de restitution. Hein. Donc ça, c'est quand même un avantage énorme. Et puis, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a automatisé un certain nombre de tâches euh, qui, euh, qui permettent d'aller plus vite. Hein. Et c'est un point quand même qui est très très important aussi.
Voilà, j'ai fait le tour du sujet. C'est assez court, c'est assez dense, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout simplement nous poser vos questions et pour qu'on puisse réfléchir ensemble à vos spécificités. Nous serons heureux d'échanger avec vous. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.